BTLV présente « Et si on allait mieux ?» Partez à la découverte d'une personnalité hors du commun. Hello tout le monde, bienvenue dans « Et si on allait mieux ?» l'émission qui explore les passerelles entre le bien-être, la conscience et le monde invisible. Aujourd'hui, nous allons parler de guérison, mais d'une guérison qui dépasse le corps et s'adresse à l'âme. Mon invitée, Mnemosyne, est psychopatricienne et médium de naissance. Elle est ce que l'on appelle une thérapeute médiumnique, une accompagnante capable d'unir la psychologie moderne et la perception subtile des plans invisibles. Spécialisée dans la désensibilisation des chocs émotionnels et traumatiques, grâce à l'intégration des mouvements oculaires, elle travaille aussi sur les mémoires transgénérationnelles, karmiques et corporelles. Ces traces invisibles qui influencent nos comportements, nos douleurs et parfois même nos destins. Mnemosyne, bonjour. Bonjour Bob. Je suis très heureux de vous accueillir sur BTLV pour essayer de vous découvrir, effectivement, psychopraticienne certifiée, Oui. médium, et médium depuis bien longtemps. Oui. On va essayer justement d'en savoir plus. Aujourd'hui, c'est votre métier, Oui. c'est ce que vous faites, mais ça n'a pas toujours été le cas puisque vous étiez enfant. Et on va essayer d'en savoir plus sur votre enfance. Comment s'est-elle passée ? Eh ben, ma médiumnité, en fait, elle a commencé très 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 jeune, mais je n'ai pas pris conscience, on va dire, de cette médiumnité, puisqu'en fait, si on resitue, on va dire, l'époque, je suis née et j'ai grandi dans les années 80-90. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de mots et de transmission autour de la médiumnité, et d'autant plus que je n'avais pas de famille, on va dire, je ne faisais pas partie d'une famille de médiums. Ouais. Donc, mes parents, si vous voulez, ne se sont pas posé de questions à savoir ce que j'étais et pourquoi, en fait, je voyais des manifestations. Donc, du coup, j'ai grandi vraiment avec, on va dire, sans maman, Madame Irma, sans, en fait, Tata, Mademoiselle Lenormand ou Madame Soleil. Et vous leur en parliez quand même à vos parents ou pas ? Oui, en fait, des manifestations. Et d'ailleurs, ma première rencontre avec un défunt, et d'ailleurs c'était l'âme d'une petite fille quand même assassinée par sa maman. Donc ça a été pour moi très traumatisant. Et d'autant plus que ce jour-là, en fait, évidemment, j'ai crié de toutes mes forces, et ma mère pensait que j'étais devenue folle, en fait, tout simplement. Donc, alors, quand on a préparé l'émission, on s'est vu, on a échangé, vous m'avez parlé de ces frayeurs de l'enfance. C'est-à-dire que quand on est enfant, effectivement, et qu'on est face à ce type de manifestation, et surtout quand on n'est pas d'une famille de médiums, c'est très compliqué d'y faire face. Oui, tout à fait. Déjà dans ce qu'on ressent, parce que si vous voulez, l'enfant ne croit pas dans ce qu'il voit, il constate. Donc avec ses mots d'enfant. Donc, il ne juge pas, en fait. Non, il ne juge pas. Et si, en fait, on n'a pas les parents qui nous croient, c'est assez difficile. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est quand même que mes parents me croyaient, parce qu'en fait, pendant mon enfance, je vivais quand même dans un appartement hanté. Donc, oui, voilà. Donc, les manifestations, en fait, m'arrivaient à moi, mais également, en fait, après, c'est ma mère et mon père qui ont été aussi témoins des scènes que je pouvais voir, moi. Donc là, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à vous croire. Oui, tout à fait. Et à partir de ce moment-là, c'était complètement différent. C'est-à-dire que dans ma tête, je me disais, en fait, ça existe. Ce que je perçois, ça existe vraiment. Donc, en fait, ça me faisait encore plus peur. Donc, du coup, il a fallu appréhender au mieux ces manifestations et pour ne pas en avoir peur et faire en sorte que vous les viviez et pas les subissiez, quoi, en fait. Tout à fait, parce que je subissais beaucoup. Bah oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Je subissais beaucoup parce qu'en fait, il n'y a pas de notice quand on est enfant médium. Et il faut faire face, on va dire, donc, aux visions ou au contact, on va dire, ces manifestations, vraiment, de voir, en fait, un hologramme ou tout simplement, en fait, vraiment ce qu'on appelle des défunts. Donc, voilà, c'est vraiment, en fait, de grandir avec... on va dire avec, des facultés un peu particulières. Des facultés particulières, mais en tant qu'enfant, je vivais quand même on va dire dans une époque où surtout ma mère me disait tu n'en parles à personne, on va nous prendre pour des fous. Donc ça, c'est très difficile et j'ai dû en fait m'adapter. Ouais, c'est ça. Ouais. Quelle adolescente étiez-vous ? Parce que quand on a ces facultés, effectivement, on passe de l'enfance et puis on grandit. L'adolescence est toujours une période un peu trouble, un peu compliquée. Quelle adolescente étiez-vous ? J'étais très réservée.
Ouais. Et surtout, l'étiquette qu'on me mettait, c'était mystérieuse. Et je savais au fond de moi que j'étais particulière, différente. Et d'ailleurs, tous les enfants médiums se sentent différents. Mais on ne peut pas expliquer comment et pourquoi. Mais je savais que j'étais différente des autres camarades. Donc du coup, je disais rien. C'est juste qu'en fait, j'entendais mes camarades qui parlaient de moi derrière mon dos en disant elle est spéciale, elle est différente, elle est mystérieuse. Voilà. Bon, ça m'empêchait pas d'avoir des amitiés. Parce qu'en fait, justement, j'étais très bluffante sur... Alors justement, les amies, une fois qu'elles sont à l'adolescence et qu'elles voient qu'elles ont une copine qui est un peu différente, particulière, tout de suite, elles s'intéressent quand même à cette amie en disant « Tire-moi les cartes, fais-moi ceci, fais-moi cela, donne-moi, est-ce que tu as les infos ?» Très vite, après, on devient un peu une attraction quand même. Un peu, quand même, beaucoup. Ouais, c'est ça. Et du coup, disons que pour moi, disons que les gens venaient, et même les camarades venaient, même les plus méchants avec moi, venaient me voir. Ouais, quand même. Et surtout, quand ils avaient besoin d'aide. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Donc j'ai su quand même très tôt, et surtout à l'adolescence, que je voulais aider plus tard. C'est ça, que vous pouviez peut-être apporter du réconfort à certaines personnes. Tout à fait. Et je savais même que je voulais devenir, alors peut-être pas psychopraticienne, mais je voulais devenir psychologue. Mais mon rêve a été détruit, on va dire, en 5 minutes par un enseignant de mathématiques qui en fait, m'a foutu la honte et m'a cassé mon espoir. Ah, mais le nombre de... Alors, si on a tous au moins un professeur qui nous a aidés dans notre vie, il y en a certains qui nous ont bien emmerdés quand même aussi. Donc, excusez-moi du mot. Mais alors, vous avez donc cette adolescence, elle va se passer. Comment ça se passait avec les petits copains ? Parce que ou les petites copines, hein, je ne sais pas d'ailleurs quelle est votre vie, mais est-ce que je suis toujours curieux, mais est-ce que vous sentiez que ça allait marcher avec cette personne ou pas ? Tout à fait. Ah oui, d'accord. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il avait sa chance ou pas ? Ou elle avait sa chance, quoi. C'est ça. D'ailleurs, j'ai rencontré mon mari très jeune. Donc, je l'ai rencontré à 16 ans et demi. D'accord. Et je savais, oui, tout à fait. Et je suis toujours avec. Ah bah, tant mieux. Pour vous dire que je savais. Bravo. J'avais dit à tout le monde que de toute façon, il deviendrait mon mari, alors que c'était aussi une âme sœur. Et je ne savais pas du tout la définition, en fait, d'âme sœur comme je la connais aujourd'hui. Et je savais que de toutes les manières, et je m'opposais à la famille en disant que c'est mon mari et il le deviendra et ce sera le père de mes enfants. Et j'ai eu raison. Ouais, et vous l'aviez au fond de vous, ça ? Je l'avais. C'est ce que j'appelle en fait un appel d'âme. Donc, c'est-à-dire que ce sont des informations que l'on peut ressentir beaucoup plus fort que l'intuition. Est-ce que vous lui en avez parlé de ça ? À mon mari ? Ouais. Oui. Et mais alors pour lui, c'est une évidence. Ah ouais. Oui. Donc il ne s'est pas posé de questions ? Non. Non, il vous a pas dit, mais tu dis n'importe quoi. Genre. Non, et pourtant, il était agnostique à l'époque. Ouais. Mais il m'a quand même suivi. C'est-à-dire que les choses se sont faites naturellement. Alors, je vois que vous avez un troisième œil là. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun problème, vous revendiquez tout cela ? Oui, tout à fait. Ouais. Je m'affirme, et ce qui n'a pas toujours été le cas. Et à partir du moment, on va dire, donc, dans la trentaine d'années où j'ai pu vraiment apprendre à savoir qui j'étais, et ben, à partir de ce moment-là, en fait, je me suis totalement, en fait... ouverte. Oui, ouverte et présentée telle que j'étais. Voilà. Et quand on travaillait ensemble sur l'émission, vous m'avez dit qu'à 33 ans, vous avez eu un gros choc émotionnel et très important. Oui, tout à fait. Mais je dirais pas qu'un. Je dirais en fait, c'est vraiment une série de chocs émotionnels. Donc, qui se sont succédés et qui m'ont vraiment plongée dans ce qu'on appelle en fait la nuit noire de l'âme. Ouais. Donc, c'est vraiment en fait d'être dans aucun repère, où la vie en fait vraiment n'a aucun sens et où on sent qu'on est vraiment tout seul, même si on est accompagné, on va dire, donc par la famille, par les amis. On se sent vraiment, c'est vraiment le désarroi. Et c'est proche de la dépression. C'est proche de la dépression, mais c'est pas la même chose parce que j'avais fait une dépression quand j'étais beaucoup plus jeune, donc à l'âge de 22 ans. Mais ma dépression, à la différence, on va dire, de ce burn-out spirituel, j'ai envie de dire ça comme ça, il y a une différence dans le fait que pour ma dépression, ça m'a pas en fait réveillée, ça m'a pas amené à l'éveil et ça m'a pas, on va dire, permis de travailler sur moi. Tandis que pendant cette nuit noire de l'âme, j'ai vraiment plongé, on va dire, dans l'obscurité, vraiment aller rencontrer mes peurs, mes doutes, mes filtres également. Et donc, j'ai dû apprendre à me connaître et derrière, j'ai grandi. J'ai vraiment, en fait, quand je m'en suis sortie difficilement, mais rapidement. Et surtout, en étant différente avec une autre vision de la vie. Et vous diriez que ce choc émotionnel, il était dû
ou cette période de désarroi un peu était due au fait que vous n'acceptiez pas forcément avant cette médiumnité, qu'il y avait un refus? Tout à fait. En fait, ça s'est imposé à moi, tout simplement parce que mes guides me l'ont dit beaucoup plus tard. Mais ils m'ont dit qu'entre 20 et 30 ans, je me suis endormie. Pourtant, ils avaient fait en sorte travailler pour moi, pour qu'il y ait justement plein de synchronicités, plein de signes. Mais j'avais ce côté rationnel. Donc, du coup, je restais avec ce côté rationnel. Oui, mais parce que la société est comme ça. Oui, tout à fait. C'est compliqué de sortir de... Tout à fait. Et j'en avais conscience, mais grâce à ma médiumnité. Donc, du coup, c'est vrai que je suis restée un petit peu comme ça. Et quand, en fait, ils m'ont réveillée, ça a été dans la souffrance, dans la douleur, mais c'était nécessaire. Et c'était vraiment, en fait, c'était imposé, mais c'était vraiment, en fait, le travail de mes guides spirituels. Alors, justement, qui sont-ils, ces guides? Vous les avez identifiés? Tout à fait, mais avec le tard, on va dire, vraiment. Donc, j'ai pu le voir en rêve, ce qu'on appelle des songes. C'est la même chose que quand on voit les défunts, on va dire, donc, de manière onirique, vraiment, à travers les rêves. Donc moi, j'ai un homme militaire et j'ai une femme, en fait, tout simplement, qui fait partie aussi de mes vies antérieures. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont vécu sur Terre? Pour moi, oui. D'accord. Pas pour tous les médiums, mais les miens, ce sont des personnes, enfin des entités aujourd'hui, dans les plans supérieurs, mais dans d'autres vies qui ont eu une vie, en fait. D'accord. Voilà. Donc c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'ils savent ce qu'est la vie sur Terre. Tout à fait. Et les problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Tout à fait. Parce que quand on a, en fait, un guide qui n'a pas connu la Terre, c'est encore bien plus compliqué. Alors à 33 ans, donc, vous avez ce choc émotionnel, puis c'est l'acceptation. Oui. Comment se passe cette acceptation? C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous dites, ça y est, oh, je suis médium, ça se passe là, c'est comme ça. Comment ça se passe? Alors, ça a été très progressif. Parce qu'au départ, justement, je me disais, mais en fait, avec ma conscience d'humaine, en fait, je me disais, mais en fait, c'est pas possible là, d'avouer que je suis médium. C'est déjà pas reconnu par la société. C'est très difficile, en fait, de crédibiliser, en fait, la médiumnité. Je vais faire comment? Donc, finalement, c'est vraiment, en fait, aller petit à petit, mais surtout grâce aux bouche à oreille. C'est-à-dire que j'ai pas pu faire semblant, j'ai pas pu me cacher parce que en fait on venait me chercher pour ma médiumnité. Donc je n'ai pas eu le choix, on va dire sur des années d'accepter de dire que je suis médium. Donc en fait j'ai trouvé ça s'est imposé à vous, quoi. Oui, mais j'ai trouvé j'ai joué dans les mots. En disant thérapeute médiumnique, ça fait moins peur. Oui, parce que vous avez raison de dire que ça fait peur, parce qu'aujourd'hui, on a quand même si ça se développe et que vous tapez dans un arbre, il y en a 250 000 qui tombent, donc voilà, il y a quand même encore la société qui vous stigmatise un peu. Ouais. Oui, même beaucoup. C'est pas simple. Et d'ailleurs, c'est tout mon combat aujourd'hui à travers les conférences pour pouvoir redéfinir cette médiumnité, pour pouvoir justement crédibiliser en fait mon métier de psychopraticienne certifiée, donc de thérapeute médiumnique. Quand vous dites certifié par qui? Alors certifié par des écoles de formation. D'accord. Donc c'est-à-dire que j'ai tout un cursus, on va dire, dans le social. Ouais. Vu que j'ai été en fait une ancienne éducatrice spécialisée quand même, donc j'ai quand même fait un parcours. Donc l'aide aux gens, vous savez ce que c'est? Oui, tout à fait. Okay. Je me suis d'ailleurs formée, j'ai été diplômée d'État quand même, donc en tant qu'éducatrice. Et puis j'ai continué, on va dire, mes études pour mieux apprendre en fait le système nerveux, essayer de comprendre comment il fonctionne, et surtout avec des outils concrets, comment en fait on peut aider les personnes en fait à aller mieux. Alors, quand on vous découvre, on sent une certaine douceur en vous. Est-ce que douceur n'est pas synonyme de sensibilité et sensibilité parfois de souffrance par rapport à ce que l'on voit et ce que l'on vit? Alors, justement, je pense que si, en fait, on m'a choisi, alors c'est pas en tant qu'élu, évidemment, mais si mon âme... Vous avez un chemin de vie. Voilà, mon chemin de vie, en fait, si vraiment mon âme a accepté de faire tout ça, c'est que justement, elle savait par quelles épreuves, en fait, j'allais passer. Et cette sensibilité, qui mieux que moi, quelque part, qui a connu la souffrance, pour mieux aider, on va dire, celui qui vient me voir. Donc cette souffrance, bien évidemment, elle va vous nourrir, et puis finalement, elle va faire ce que vous êtes aujourd'hui, parce que c'est un peu comme les erreurs, on se nourrit d'erreurs pour avancer. Là, on se nourrit de mots, MAUX différents, qui font que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va malgré tout changer en vous? C'est-à-dire que vous étiez donc dans une vie... déjà d'aide quand même, d'environnement social, et là vous acceptez cette médiumnité. Qu'est-ce que ça va changer en vous? Le regard d'abord de votre entourage, etc. Quand on accepte, on se dit non mais finalement faut que c'est mon credo, quoi.
Tout à fait. Ça va en fait déconstruire mon système, on va dire, de croyance. Ouais. Donc ça va m'aider également à changer complètement ma façon de voir le monde. Ouais, et c'est un les bouleversement de vie, vous C'est m'avez un dit. bouleversement de vie. Et puis, je vais rencontrer surtout des consultants qui sont pour moi des leçons de vie. Donc, des personnes endeuillées qui ont perdu, en fait, vraiment des enfants et qui ont, en fait, une force encore plus forte que moi, en fait, vraiment de se dire, en fait, je vais vivre parce qu'en fait, ça vaut la peine de vivre, tout simplement. Et je vais me dire, mais c'est juste incroyable de rencontrer ces personnes-là. Et elles sont vraiment des leçons de vie pour chacun d'entre nous et surtout pour moi en tant que thérapeute médiumnique. Parce que quand même, vous avez un métier où vous êtes face à la peine perpétuelle. Oui. C'est-à-dire que c'est ça qui est compliqué. Oui, tout à fait. Mais c'est là que, justement, dans cette période de série noire, de choc émotionnel que j'ai pu avoir, où je me suis dit, il faut quand même un ancrage. En fait, la clé de la médiumnité, c'est que, en réalité, il faut s'ancrer à la terre. Si on veut être connecté aux astres, aux énergies en fait cosmiques, il faut être quand même bien ancré à la terre. Donc ça, c'est très important. Donc je vais pendant toute cette période-là essayer aussi de me reconstruire, essayer d'aller chercher en fait mes ancrages à moi pour pouvoir être équilibré. Oui, parce que quand on découvre sa médiumnité, qu'on l'accepte, à un moment donné, on est aussi un canal qui est ouvert perpétuellement. On a des informations qui nous arrivent de part et d'autre. Oui. Comment ne pas se perdre devant tout cela? Justement, ce que je vous disais, c'est qu'il faut trouver son propre ancrage. Et c'est quoi votre ancrage? Alors moi, j'en ai plusieurs. Donc avec le temps, en fait aujourd'hui, je travaille pas que au cabinet. Je vais travailler aussi en dehors. Donc je vais être aussi formatrice et je vais travailler pour plusieurs services. Donc ça me permet aussi de couper avec la souffrance que j'ai en fait au cabinet. Et puis également, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir des déplacements professionnels qui vont m'amener en fait à travailler et en France et à l'étranger, sans mari, sans enfants. Donc vraiment en fait des moments rien que qu'à pour vous. moi. Oui, tout à fait. Et c'est très important parce qu'un médium, quand il y a trop de bruit autour de lui, en fait, se perd. Et on a besoin de ces moments de tranquillité. On a besoin, en fait, tout simplement, de ces moments de repos mental et émotionnel. On a parlé du bouleversement de vie il y a quelques instants. Comment vous vivez votre vie sociale et sociable? Vous avez des amis qui vous comprennent? Comment c'est compliqué, hein, donc déjà moi en tant que journaliste dans cet univers on me demande toujours oh là là mais que tu parlais aux martiens machin tout ça, on fait des raccourcis à 2 balles. Comment ça se passe pour vous? Alors moi j'ai vraiment eu la chance par mes guides spirituels, on va dire qui ont organisé 2 rencontres formidables dans ma vie, dont une qui est médium en fait tout comme moi et qui est mon amie, et c'est-à-dire qui aussi m'a validée en tant que médium et donc qui m'a apporté aussi des éclairages. Et quand je suis perdue ou quand j'ai des moments de doute sur ma personne ou voilà. Et une autre aussi qui a été avec laquelle j'ai été amie pendant 4 ans et qui m'a aussi beaucoup apporté. Parce qu'il faut quand même être face à des gens qui vous comprennent. Tout à fait. Parce que sinon vous êtes en souffrance, quoi. Tout à fait. Ouais. Donc ces personnes-là, justement, vu que si elles ont plus de bouteilles que moi, ont su en fait me rassurer parce que alors moi. Il faut savoir que, vu qu'en fait, j'ai toujours été médium, mais ma médiumnité, en fait, s'est imposée Elle est arrivée tardivement. Voilà. Donc, il fallait que j'apprenne aussi à avoir confiance en moi. Et ça, c'est pas évident. Et ça se ressent. Et d'ailleurs, les médiums qui utilisent des supports, c'est parce que, justement, on a manqué, en fait, de confiance en soi. Oui. Et donc, moi, mes amis sont justement des médiums, en fait, purs. Donc, c'est-à-dire qu'elles n'utilisent pas du tout de support et qui me disaient, mais tu es bonne dans ce que tu fais. Donc, aie confiance simplement en tes guides. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que j'arrive en fait tout simplement à faire confiance en mes guides, je pouvais voir des résultats bluffants. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, je me disais mais en fait c'est aussi une des clés de la médiumnité, c'est d'avoir confiance en soi. C'est pas en fait de chercher tout simplement à être approuvé par X ou telle personne, quoi. Évacuer la peur, en fait. Oui, tout à fait. C'est important. Quel est votre pire ennemi? Est-ce que c'est votre mental? Oui, toujours. C'est-à-dire que quand je suis, on va dire, dans les émotions fortes, parce que nous, les médiums, on a cette sensibilité proche de l'autisme. Donc, c'est-à-dire que tout est décuplé. Donc, les émotions, la peur, c'est pas une petite peur, c'est une grande peur. Donc, forcément, si on est dans la peur, on est dans le mental. Donc, le mental, c'est notre propre ennemi. Mais pour tout, c'est-à-dire que quand j'ai des angoisses, par exemple,
pour mes enfants, je suis en fait maman. Et je ne suis pas la médium. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez venir me voir en médiumnité et dire « Waouh, c'est une super médium », mais par contre, vous me découvrez en tant que maman, vous me dites « Mais c'est pas possible, elle n'est pas médium, quoi ». Et dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous utilisez votre médiumnité pour essayer d'avoir des informations sur votre futur à vous ? Non, c'est interdit. C'est-à-dire que quand on rencontre une personne, on est obligé de scanner. Ça, c'est pas dissocié de notre personnalité. C'est-à-dire que quand on rencontre une personne... C'est-à-dire que là, vous m'avez scanné quand vous m'avez vu, par Oui, exemple. on est obligé. C'est-à-dire de ressentir l'énergie de la personne. Donc, moi, j'ai cette capacité. Peut-être que tous les médiums n'ont pas cette capacité. Mais de cibler la personnalité, de cibler l'énergie aussi autour de la personne et de savoir si elle correspond, en fait, à la mienne. Donc, ce qui me permet également de faire de meilleurs choix dans ma vie. Est-ce qu'il y a des interdictions dans le métier de médium? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez? Oui, tout à fait. Par exemple, quand je vais recevoir un consultant ou une consultante, je ne vais pas parler de décès. Je ne vais pas lui annoncer en fait son décès, même si je peux le recevoir. Je dis bien si je peux le recevoir. Ni en fait d'annoncer en fait des décès de ses proches, parce qu'en fait on va le perdre. Et tout ce que j'aurais dit avant, en fait, c'est comme s'il va y avoir un reset. Donc, il va se focaliser tout simplement sur le négatif. Et donc, c'est pas forcément constructif et ça ne sert pas à ça, la médiumnité. Les gens qui viennent vous voir, ils viennent chercher quoi, en gros? Alors, déjà, vu que moi, dans ma région, je suis quand même reconnue en tant que médium, au départ, ça va être de la médiumnité. Et puis, il y a ceux qui savent que je suis thérapeute, mais que je suis une thérapeute, comme ils le disent, pas comme les autres, donc avec cette médiumnité. Donc, en fait, ça va dépendre après des problématiques. Si, par exemple, ils ont envie d'être éclaircis, on va dire, au niveau de leurs émotions, au niveau de leur avenir, ça va être plus des éclairages de vie. Et si, toutefois, ils ont des blessures à guérir, ils vont me voir en fait et me rencontrer en thérapie émotionnelle. Ces éclairages de vie, vous êtes aidé par vos guides pour les donner? Ah oui, tout à fait. Et je ne travaille jamais seule. Quand je travaille, de toutes les manières, il n'y a que mes guides. Mais par contre, je ne vais pas avoir le même guide en médiumnité comme on va dire en thérapie. En médiumnité, je vais épouser l'énergie de mon guide, qui est un guide militaire. Donc en fait, là aujourd'hui, je suis avec ma guide, on va dire, principale, donc, qui est ma guide qui vient pour les thérapies, donc avec cette douceur. Mais quand je suis en éclairage de vie, je vais avoir un autre comportement et mon énergie va être beaucoup plus en fait directe. Je vais être transformée. Je vais vraiment épouser l'énergie du guide. J'imagine qu'en fin de journée, vous êtes crevé. Ah oui. Oui, totalement. C'est-à-dire, c'est comme si on avait fait en fait un marathon. L'énergie, on ne se rend pas compte, mais le fait est de se concentrer pour pouvoir, on va dire, écouter notre guide, qu'est-ce qu'il a à dire, pour pouvoir bien, on va dire, transmettre les informations, c'est tout un travail. Parce que malheureusement, il y a des médiums qui n'ont pas de filtre. Et donc, c'est très important aussi. Alors, je ne vais pas filtrer les messages, mais c'est très important de pouvoir, on va dire, donner les messages sans blesser la personne. Vous avez parfois dans la rue, etc., un flash pour quelqu'un, vous croisez, vous avez un flash? Alors, moi, je ne suis pas... en l'effleurant, en le touchant? Alors, non, moi, ça va être plutôt... Non, justement. Vous avez besoin d'ouvrir, vous? Oui, moi, j'ai besoin d'ouvrir et ça va être par des chiffres. Alors, je précise que ce n'est pas de la numérologie. C'est vraiment, en fait, des chiffres qui vont donner, en fait, la véritable histoire de la personne que j'ai en face de moi. C'est-à-dire des chiffres? C'est-à-dire que vous pouvez me donner une série de chiffres. Je suis capable de vous dire où sont vos blocages, ce que j'appelle, en fait, tout simplement une lecture d'énergie. En fait, c'est un tarot verbal. C'est-à-dire que vous dites le 4, le 12, le 5. Oui, c'est ça. Pour les personnes, c'est du hasard. Pour moi, en fait, c'est tout simplement que ça me raconte votre historique. Donc, c'est-à-dire que c'est pour moi une voie de transmission et de connexion avec, on va dire, l'au-delà. D'accord. C'est incroyable, ça. C'est-à-dire que c'est une numérologie médiumnique, en fait. C'est pas de la numérologie, parce que la numérologie, c'est du par cœur. C'est-à-dire que c'est un chiffre, on va dire... Le chiffre 2 veut dire ça. Voilà, veut dire ça. Moi, c'est en fait... C'est quoi? C'est la résonance du chiffre dans la bouche de la personne qui vient vous voir, de la vibration? C'est la vibration. Je pense que c'est la vibration. Et je sais pas, c'est comme si en fait, il y avait un code entre mes guides et moi. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de voir loin, en fait, et on va dire, d'aller au-delà de mes ressentis. D'accord. C'est quand même étonnant. C'est la première fois que j'entends ça. Donc c'est
mais c'est drôle, je suis ravi d'avoir quelque chose de nouveau au niveau de la médiumnité, parce qu'on s'aperçoit, et d'ailleurs c'est marrant que vous me disiez ça, parce que finalement il y a multiples façons de recevoir des informations. Tout à fait. Ouais. Il y a le fait de recevoir, le plus souvent c'est par le son, c'est la clairaudience, voilà, on entend. Mais quand on dit qu'on entend, on n'entend pas forcément, on va dire comme je vous entends. Oui, c'est dans la tête. En fait. Oui, c'est dans la tête, ça peut être à des endroits du corps, donc c'est-à-dire qu'il faut être aussi attentif au corps, donc on va recevoir aussi par le corps, beaucoup. Les sensations, par exemple quand il y a un défunt, on va pouvoir expliquer, parce que justement le défunt va nous permettre en fait de ressentir ce qu'il a eu, donc ça donne des détails, donc on va servir du corps, ça peut être vraiment des supports, les oracles, les tarots, le pendule, les runes, enfin vraiment... Il y a tout support, en fait, vraiment. Mais ça, c'est vraiment de la médiumnité pour moi, c'est pas de la voyance. Alors, quand vous dites que les gens viennent chercher un éclairage de vie, c'est ce que vous appelez la thérapie médiumnique ? Non. C'est quoi alors la thérapie médiumnique ? La thérapie médiumnique, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai été formée à désensibiliser donc, les chocs. Oui, c'est ce que je disais en début d'émission. Voilà, c'est ça. Et donc forcément, j'ai été formée donc, à tout un corpus, on va dire, de pratiques que je vais utiliser lors de mes thérapies émotionnelles. Donc on va aller retraiter en fait des informations et surtout pour que le système nerveux puisse en fait tout simplement se réguler. Mais ce que j'appelle la thérapie émotionnelle, c'est parce que je vais utiliser en fait ma médiumnité pour cibler en fait les mots inconscients. Donc ce qui évite à la personne donc des années de psychanalyse. Ouais. Et moi en fait, ça me permet vraiment de savoir, de faire le lien entre, on va dire, la problématique, on va dire inconsciente et consciente que quand la personne vient me dire moi je viens vous rencontrer parce que j'ai telle problématique. Donc au final on se rend compte qu'en fait la problématique de fond elle sert bien et elle se soulève en fait pendant la séance. Donc j'utilise cette médiumnité pour ça. Il vous est arrivé déjà d'être mal à l'aise face à quelqu'un ? C'est-à-dire, préciser parce que... je sais pas, vous avez quelqu'un qui a une énergie un peu négative, un peu de lourde, ou qui est... Parce que j'imagine qu'une bonne médiumnité, c'est aussi un échange avec la personne qui vient vous voir. Il faut qu'il y ait une énergie dans la pièce. Tout à fait. Alors, il y a des personnes, c'est pas de leur faute, mais qui ont des énergies très lourdes. C'est-à-dire qu'elles sont... on peut tous en fait avoir un deuil, on peut tous en fait traverser des épreuves de vie. Voilà, c'est ça. Et donc forcément, ça va ramener en fait la personne dans des basses vibrations. Et la personne ne va pas forcément s'en rendre compte. Donc oui, ça peut être très très lourd pour moi. Donc après, par contre, il va falloir que je me nettoie. Quand vous avez ces personnes en face de vous, ça dure quoi, 1 heure, 1 heure et quart, c'est ça, 1 heure, oui, 1 heure et quart. Oui. Il vous est arrivé d'avoir du bas astral, ce qu'on appelle le bas astral, c'est-à-dire du mauvais, quoi. Parce que en 14 ans, bon nombre de médiums me disent que parfois, dans une séance, peuvent se glisser des entités qui ne sont pas terribles. Tout à fait. C'est pour ça que moi, dès le départ, au départ, j'autorisais que mes séances soient en fait enregistrées. Les gens voulaient enregistrer pour garder une trace et puis j'étais ouverte. Et puis je leur disais, mais écoutez, il n'y a pas de souci. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait des interférences et donc j'étais limitée déjà dans les informations que je transmettais. Et je me disais, mais tiens, c'est pas normal. J'arrive pas à donner. Et puis après, je recevais quand ils partaient. Je me disais, mais non, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Jusqu'à ce qu'en fait une médium puisse me dire en fait tout simplement qu'il y a un problème. C'est que je laisse en fait tout simplement une porte ouverte sur le bas astral, qu'il faut refermer ça. Que si en fait les personnes veulent tout simplement donc avoir une trace, elles peuvent prendre en fait un écrit, donc écrire. Mais de toutes les manières, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps qu'elles retenaient le principal. Bien sûr. Le bas astral est composé d'entités ou d'âmes qui sont coincées quelque part ? Moi, c'est ce que j'appelle le gaz astral. Donc, le gaz astral ? Oui, le gaz astral. Donc, c'est un endroit où on va dire la conscience de la personne quand elle passe de l'autre côté. Donc, soit elle est enfermée parce qu'elle n'a pas reçu d'éducation spirituelle, soit tout simplement elle est enfermée dans ce monde-là, tout simplement parce que justement elle a des énergies lourdes ou alors elle n'a pas été forcément aussi quelqu'un de bienveillant.
bienveillant. Donc c'est le cas des personnes. Donc elle n'est pas montée dans la lumière, comme certains disent. Elle n'est pas montée dans la lumière. Mais par contre, dans le gaz astral, on ne va pas y retrouver que des âmes coincées, qui ne sont pas ramassées par la lumière. On va aussi retrouver des larves. Et les larves, en fait, c'est aussi des entités, ou en tout cas ce sont aussi des entités, mais qui, on va dire, sur Terre, on a on va dire, donc, des gens terrestres, qui passent de l'autre côté, donc vont arriver dans le bas astral. Mais si, par exemple, nous avons dans les plans supérieurs ou dans on va dire, dans d'autres planètes, donc on va dire des entités extraterrestres, donc, et qui n'ont pas été bienveillantes, elles vont finir en fait en larves dans ce gaz astral. Donc ce que l'on nous dit, soyez bons et vous aurez du bon, c'est plutôt vrai en fait. Pour moi, oui, dans le sens où, mais pas toujours, c'est aléatoire. Ah oui ? Oui, c'est aléatoire. C'est-à-dire que vous pouvez, parce qu'en fait, l'autre côté, donc vraiment, l'au-delà permet quand même un nettoyage. Un nettoyage, mais ça va se faire avec le temps aussi. C'est-à-dire que sauf que le temps là-bas, c'est pas le même, quoi. C'est pas le même, tout à fait. Donc, on n'est pas condamné non plus. Mais c'est vrai que sur Terre, on a plutôt intérêt, en tout cas, à faire attention à nos pensées et à nos comportements, parce que sinon, c'est notre propre conscience qui va en fait tout simplement nous condamner. Il y a personne qui va nous punir de l'autre côté. C'est notre conscience. Parce qu'il n'y a plus de filtre. Donc en fait, on va atterrir là où tout simplement, on va atterrir sur les fréquences sur lesquelles en fait on résonne. On a résonné sur Terre. Alors, il vous arrive d'explorer des mémoires transgénérationnelles, karmiques et corporelles. On est, comment dire, parcouru et plein d'éléments dont on n'est même pas responsable, c'est-à-dire que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Donc, est-il possible de s'en défaire parce que certaines personnes, visiblement, souffrent de tout cela? Tout à fait, et je dirais carrément. Dans le transgénérationnel, il faut savoir qu'on porte des mémoires, donc vous l'avez dit, donc de nos parents. Donc c'est-à-dire que depuis notre conception, dans le ventre de notre maman, on va enregistrer, c'est-à-dire l'état émotionnel de la maman. Donc tout ça, en fait, on va pouvoir le porter inconsciemment. Et donc, ça va être très lourd au fur et à mesure du temps. On va même répéter des histoires. Si par exemple, on a eu une maman qui, en fait, avait un regard négatif sur les hommes et qui s'est séparée ou qui, en fait, tout simplement, n'arrivait pas à refaire sa vie, on peut répéter cette même histoire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler, ouais, tout à fait, travailler et s'en défaire, mais ça demande beaucoup de concentration et de volonté aussi de vouloir changer. Parce que parfois, on a envie, mais ça dure, on va dire, le temps d'une lunaison. Pendant 15 jours, on est motivé à changer de personne, mais malheureusement, le naturel revient. Alors, comment vous travaillez pour aller défaire ces nœuds karmiques et transgénérationnels ? Eh bien, comme je vous le disais, donc, dans un premier temps, je vais utiliser ma médiumnité. Donc, ça va me permettre de pouvoir cibler les blocages. Identifier. Oui, d'identifier. De savoir si déjà ça provient du transgénérationnel ou si, tout simplement, la personne porte aussi une mémoire karmique. Donc là, c'est beaucoup plus loin. Et donc, à travers son histoire, donc, on va travailler en psychogénéalogie. Ouais. Donc, en fait, on va vraiment étudier un petit peu les parcours des ancêtres, savoir qui a porté cette mémoire, en fait, dans le passé et pourquoi en fait ça se répète et quelle est aussi la blessure de la personne. Généralement, les blessures, elles se trouvent dans l'enfance avant nos 13 ans. Voilà. Donc en fait, je vais aller farfouiller, je vais aller creuser vraiment dans l'enfance de la personne et puis en fait après, c'est vraiment avec une méthode qu'on appelle DCMO, qui est une cousine en fait de l'EMDR. Alors, oui. DCMO, ça veut dire quoi ? Alors, DCMO, ça veut dire tout simplement désensibilisation des charges ou des chocs émotionnels. Et MDR, c'est mort de rire ? Non, pas du tout. C'est, en fait, alors moi, je suis très nulle en anglais, donc je ne vais pas vous donner le mot. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est mais ça veut dire tout simplement qu'en fait, on désensibilise par les mouvements oculaires. D'accord. Donc c'est tout simplement Francine Shapiro, qui est en fait une psychologue américaine, qui a créé cette méthode-là. Et DCMO, c'est tout simplement en fait une autre méthode, mais pour les psychothérapeutes et les psychopraticiens. Vous avez parlé de l'enfance jusqu'à 13 ans, où on avait ces problématiques, etc. Ça veut dire qu'aussi,
il faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants, il faut faire attention à... Mais là, on est presque sur de la psychologie, c'est-à-dire que, voilà, c'est que un enfant, il est perméable, et jusqu'à 7 ans ou 10 ans, il ne vous juge pas, il est un peu comme un chiot, il n'y a que les regards de l'amour, quoi. Il ne veut même pas imaginer que ses parents soient méchants, etc. Et tout ce qu'il entend, il l'enregistre, et ça peut avoir une influence sur sa vie d'adulte. Ça a surtout un impact important sur sa vie d'adulte. Donc ça se confirme. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui sont adultes et qui viennent me voir me disent « mais c'est incroyable » parce que dans l'enfance, ils ont pu entendre mais vraiment des phrases négatives. Et d'ailleurs, ça a créé des croyances imitantes. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait que, en fait, elle porte en fait ces mémoires qui sont difficiles en fait à supporter déjà d'une et de deux à défaire, quoi. Comment on peut être, honnêtement, Mnemosyne aujourd'hui, totalement épanoui? C'est-à-dire que, en fait, on n'est quand même pas aidé. C'est-à-dire qu'on arrive ici avec un bagage dont on ne sait même pas charger, parce qu'on n'a même pas acheté le sac, hein, il nous est fourni à la naissance, et on demande à ce qu'on soit des winners, il faut que ce soit la réussite, qu'on soit heureux, qu'on fasse des enfants, qu'on soit aimant, qu'on soit aimé, etc. Comment on peut faire pour être épanoui? Je pense qu'il faut redéfinir certains mots, comme par exemple le bonheur. Qu'est-ce que c'est réellement le bonheur pour une personne ou la réussite pour une personne? Et je pense qu'il faut vraiment en fait aller à l'essentiel, c'est-à-dire toutes les petites choses en fait de la vie, d'être dans cette gratitude. Et ça, c'est un travail. Alors, c'est vrai que gratitude, on l'entend de partout. On se dit oui, bon. C'est galvaudé. Voilà, c'est ça. Mais sauf que quand on fait vraiment ce travail de gratitude, notre énergie, en fait, ce qu'on ne voit pas, mais que nous, les médiums, on peut percevoir, c'est-à-dire que notre champ aurique, en fait, il est vraiment plein de lumière autour de nous. Donc, il augmente ses vibrations. Et donc, forcément, en fait, comme on dit, on va attirer le positif par le positif. Donc, vous venez de parler de champ aurique. Oui. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, vous avez vu, quand vous êtes arrivé, vous avez vu Valentin, voilà, qui travaille avec moi. Vous m'aviez vu, on s'était parlé que par visio, et là, on se voit. Vous voyez ça autour ? Alors, moi, je vais le ressentir. Je vais le ressentir et j'ai même l'impression de le percevoir. D'accord. Donc, je ne pourrais pas vous définir de quelle couleur est votre champ aurique. Par contre, je vais savoir si, en fait, elle est déjà lumière ou si, en fait, elle est dans des basses vibrations. Parce que quand elle n'est pas lumière, ça veut dire qu'en fait, vous êtes dans des basses vibrations. Dans ce cas-là, être dans des basses vibrations, ça veut dire qu'il y a des choses, en fait, à retravailler. Peut-être une émotion, peut-être justement des croyances, peut-être autre chose. Parce que ça, c'est pas du bullshit, hein. Vous connaissez regarder, parce qu'il y a des scientifiques qui ont travaillé sur l'aura, hein, et en fait, pendant des années, c'était le domaine des ésotéristes, et aujourd'hui, on s'aperçoit que la science a bien identifié autour d'une personne, lorsqu'elle décédait, une luminosité qui partait. Donc, fatalement, quand on est vivant, on a des luminosités, des strates lumineuses. Donc, c'est ça, voilà. C'est pour ça que je parlais de lumière. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est très important. Vous avez parfois, parce qu'on a parlé, bien évidemment, de ceux qui viennent vous voir, des gens qui sont en souffrance aussi. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des gens qui soient squattés par des larves, des entités, des choses comme ça? Beaucoup. Ah ouais? Et, beaucoup. C'est-à-dire que malheureusement, il y a des personnes qui s'ouvrent à la spiritualité, qui vont toucher tout et n'importe quoi, qui vont aller se former à des formations sur la médiumnité, mais avec des personnes... Sans être préparées. Mais oui, tout à fait. Donc du coup, elles vont aller aussi dans des endroits comme par exemple des châteaux. Les châteaux, c'est fascinant. Moi, je suis fascinée par les châteaux, mais je n'irai pas dans tous les châteaux. Je vais le sentir, voilà. Et donc malheureusement, des fois, on a une énergie où on va être, comme je vous le disais, dans des basses vibrations. Et donc les énergies négatives, les larves, aiment bien se coller justement, on va dire, aux personnes qui sont fébriles dans l'énergétique. Et ces larves, c'est pas des âmes, c'est des résidus d'âme, c'est quoi? Ça peut être des parasites aussi énergétiques. Ça peut être tout simplement des entités et ça peut être des fois, oui, en fait, c'est un mélange de tout. On ne va pas pouvoir réellement définir. Des fois, on va dire que c'est des djinns aussi. Donc, peu importe l'appellation, moi, j'appelle ça vraiment entité négative. Voilà. Alors, le djinn, c'est vrai que chez les musulmans, c'est important. C'est l'entité, c'est pas le démon, mais en tout cas l'entité, qui est voilà, l'esprit qui est autour de nous. Donc ces mémoires transgénérationnelles, elles sont très importantes, karmiques, elles remontent encore plus loin. Et quand vous dites mémoire corporelle,
C'est quoi? Alors, les mémoires corporelles, c'est vraiment en fait les blessures dans le corps. Donc, c'est-à-dire que si on a par exemple mal à la jambe et qu'on se blesse à chaque fois, ça veut dire qu'il faut aller regarder en fait un petit peu qu'est-ce que le corps vient nous dire. Donc, généralement, on va peut-être se rendre compte qu'il y a un problème avec la relation de mère-enfant. Ouais. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'avec la jambe, qu'on a un problème d'ancrage. Ou peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a un problème pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, en fait, on va aller creuser tout ça, mais c'est le corps qui va nous parler. C'est lui qui parle, quoi. Donc, c'est lui qui parle en premier. D'accord. Et d'ailleurs, 80% des informations remontent, on va dire, donc, du corps au cerveau. D'accord. Ok. C'est lui qui est un livre ouvert, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Mais quand donc bon, là on a mal à la jambe, etc. On a vu qu'il y avait les transgénérationnels, les karmiques. C'est-à-dire que vous faites une vraie enquête. C'est-à-dire que pour aller rechercher la cause du mot, il faut vous y aller. Et alors. Il y a plusieurs vies, donc il y a plusieurs ancêtres. Donc, mais vous les interrogez dans l'au-delà, ces ancêtres, faites comment? Non, en fait, moi, je me sers vraiment de mon canal médiumnique pour recevoir les informations par mes guides qui vont être en lien, en fait, avec le guide de la personne. Donc, moi, en fait, je fais que Bluetooth. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pour rationaliser, pour comprendre, vous allez, par exemple, travailler sur une grand-mère ou l'arrière-grand-mère. Vous allez contacter le guide de cette arrière-grand-mère qui vous donne qui donnera les informations à votre guide à vous et qui va vous les communiquer. Oui, comme un Bluetooth. Donc vraiment, c'est un travail d'équipe. Et dans ce fonctionnement-là, je m'y suis retrouvée et c'est beaucoup plus simple. Parce que sinon, en fait, je me perdais d'essayer de savoir avec qui me connecter, etc. Et pour être sûre de ne pas perdre la connexion avec mon guide, avec lequel j'ai confiance, et ne pas être interférée par d'autres guides. Le guide militaire là, et l'autre guide qui sont des anciens terriens, humains, ça veut dire que s'ils sont guides, ils ont atteint une certaine sagesse pour être guides, c'est ça? Oui, et puis... ils ne vont pas se réincarner? Alors ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux devenir, mais bien plus tard, le guide de mon guide. Donc, quand même, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, pour se réincarner, il faut quand même 1 à 2 siècles quand même. Donc voilà. Donc un guide peut nous suivre dans cette vie-là. Et moi, par exemple, le jour où je partirai, je peux faire aussi donc mon petit chemin et devenir guide et choisir d'être le guide de mon guide qui lui va s'incarner sur Terre. Est-ce que vous aussi vous dites qu'on choisit notre réincarnation? Ah oui, totalement. Ah, totalement. Les histoires, les blessures, même si avec notre conscience humaine, on n'est pas capable de comprendre notre propre histoire et pourquoi on a choisi en fait cette voie-là, c'est très compliqué. Mais totalement. Parce que je dis souvent, nous, on est dans des sociétés qui sont occidentales, où ça se passe pas trop mal, etc. Mais il y a des endroits dans le monde où les gens souffrent 1000 fois plus que nous, quoi. Et donc, ces gens-là, vous diriez que leur âme a choisi cette incarnation? Je dirais que toutes les âmes ont choisi, en fait, leur incarnation. C'est dur, hein, quand même. C'est dur parce que quand vous vous retrouvez, en fait, en face de consultants qui ont perdu, en fait, leurs enfants, là, oui, c'est sûr. Mais il y a la manière de le dire et de l'expliquer. Le temps d'une séance, vous avez dit que c'était 1 heure, 1 heure et quart. Quand vous commencez une séance, vous n'avez jamais vu la personne. Ça commence par quoi? Bonjour monsieur ou bonjour madame, installez-vous. Oui, tout à fait. Il y a une discussion un petit peu avant ou pas? Non, en fait, si c'est en éclairage de vie, non, c'est moi qui vais commencer. C'est-à-dire qu'en fait, je vais utiliser les supports, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai eu un gros problème de manque de confiance. Donc en fait, pour moi, les supports, donc soit c'est les chiffres, soit en fait tout simplement, ce sont en fait mes oracles. Et je vais faire corps à corps avec ces cartes. Donc en fait, je vais avoir plein de détails et je vais commencer. Donc je vais commencer en fait à faire la lecture d'énergie pour la personne. Et après, en fait, si elle veut regarder un domaine en particulier, on va regarder. Et donc là, je vais me connecter et je vais fonctionner différemment. Est-ce que la médiumnité a changé quelque chose en vous et vous a apporté, en tout cas, un positif dans votre vie? Ah ouais, totalement. Oui, oui. Ça m'a transformée de l'intérieur aussi et ça m'a apporté beaucoup plus de sagesse. Moi qui étais très impulsive dans le passé, ça m'a aussi permis de mettre de la conscience là où, sur les épreuves que je ne comprenais pas, justement. Ça m'a permis justement de renforcer ma foi et de comprendre en fait mon chemin de vie. Avec toutes ces informations que vous avez reçues, que vous glanez, vos guides, etc., il y a un divin, il y a quelque chose, il y a une source divine? Pour moi, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'énergie du défunt, il y a l'énergie des guides, il y a l'énergie des êtres de lumière,
des archanges et la source qu'on appelle Dieu, qu'on appelle en fait, Comme on veut. D'accord. Donc ça, vous en êtes certaine. Ah, pour moi, oui. D'accord. Et donc, en fait, quand on décède, on passe de strates, on devient peut-être guide, après être de lumière, archange et... Oui, non? Alors, les êtres de lumière... Est-ce qu'on évolue de l'autre côté aussi? Ah ouais, totalement. Par contre, c'est le but de l'âme. C'est-à-dire que même si on ne le comprend pas sur Terre, mais en fait, l'âme, elle continue de vivre et d'évoluer. De l'autre côté, on aura déjà un travail à faire pour essayer de comprendre ce qu'on n'a pas compris déjà sur Terre. Donc ça va être notre première mission. Et puis, en fait, on va atterrir dans les plans qu'on a besoin, on va dire, de réinitialiser un petit peu ces énergies. Je donne un exemple très court. Mais si, par exemple, on a été une mauvaise mère ou un mauvais père, on va atterrir sur les plans en fait des mères et des pères pour justement réapprendre ce rôle-là, parce qu'il n'y a pas de notice à devenir parent. Et après, on va être guidé justement pour aller travailler toutes les erreurs qu'on a pu faire sur Terre et également aller voir tout ce qu'on a fait de bien aussi, parce qu'il n'y a pas que le négatif. Votre mari aujourd'hui, il vit avec une médium. Oui. Est-ce que parfois il se dit arrête de faire pas ta médium? Il m'a souvent reproché d'utiliser ma médiumnité qui n'était pas du tout contrôlée. Je donne un exemple. Il y a une période où il changeait énormément en fait, de travail. En fait, ça durait 1 an, 2 ans. Et dès qu'il avait commencé en fait, un premier travail, je lui disais « mais tu sais que tu vas changer de travail là ». Il me disait « mais tais-toi, je t'ai rien demandé, arrête, peut-être que tu te trompes ». Voilà. Donc il voulait vraiment pas en fait, l'entendre. Mais moi, c'était plus fort que moi. C'était un appel d'âme. C'était vraiment l'information. Je la recevais, il fallait que je la transmette. Donc, je voulais pas lui mentir, je voulais pas en fait lui cacher la vérité. Et pour vous, est-ce que vous voyez des choses pour vous? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez un éclairage de vie pour vous? Parce que est-ce que vous savez ce qui va vous arriver dans les semaines qui viennent? Alors, pas dans les semaines qui viennent, mais par contre, ça va être très limité. Je vais avoir des perceptions. C'est-à-dire que je peux, vu que j'ai en fait plusieurs canaux, je vais avoir par exemple celui des songes pour avoir des informations. Donc, je vais avoir des informations, mais pas que sur moi, je vais avoir sur plein d'autres personnes. Pour moi, ça va être vraiment très limité. C'est-à-dire que je vais avoir des ressentis, par exemple, que ça va bien se passer. Là, tu vas peut-être rencontrer dans quelques temps une personne qui va en fait peut-être te tendre la main pour ça, dans ton travail, etc. Enfin, vous voyez, c'est plus comme ça. Mais j'en suis jamais sûre. En fait, c'est quand ça arrive, je me dis, ah oui, effectivement, il me l'avait bien envoyé. Vous allez voir vous-même des médiums ou pas? J'ai eu une période où je suis allée voir en fait des médiums. J'ai joint l'utile à l'agréable parce qu'en fait, j'arrivais pas du tout à m'identifier comme médium. En fait, je me disais mais c'est bizarre, moi je suis pas comme les autres. J'arrive pas en fait à fonctionner comme elles fonctionnent. J'arrive pas à comprendre. Donc je suis allée voir des médiums et c'est à partir de ce moment-là que j'ai essayé d'étudier un petit peu les mécanismes de la médiumnité et que je me suis rendu compte qu'en fait chacun était unique en fait dans sa perception. Quand vous êtes en week-end, en vacances, etc., comment vous faites pour ne pas les emmener avec vous, tout cela? Mes perceptions, parfois c'est très difficile et des fois c'est... En fait, plus je vais être détendue, mieux c'est pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais penser vraiment à mon bonheur. Voilà, je vais être vraiment déconnectée parce que c'est un ancrage. Le fait est de reposer, en fait, tout simplement mon mental. Ça me repose émotionnellement. Donc, en fait, je me coupe de tout. Et donc, c'est tellement agréable que du coup, en fait, j'ai pas les perceptions. Quand j'ai des perceptions, c'est que peut-être que mon système nerveux pense qu'il est en danger. Donc, il a besoin de scanner pour voir si réellement, il va vérifier si je suis vraiment en fait en danger. D'accord. Quand vous recevez quelqu'un, vous recevez en présentiel ou en visio? Les deux. Je fais du présentiel. Donc, généralement, c'est bien quand j'ai des parents qui accompagnent des enfants pour un premier contact et surtout, on va dire, établir un lien de confiance. C'est très important. Et puis, sinon, il y a la visioconférence parce qu'en fait, je travaille... à l'étranger aussi, ça m'aide en fait, vraiment. J'ai le Canada, j'ai la Belgique, j'ai eu même une fois le Brésil. Donc c'est vrai que ça m'ouvre des portes et ça permet aussi aux personnes de travailler des problématiques parce que ça fonctionne. Et le travail est le même? Le travail est le même, c'est-à-dire que ce soit en éclairage de vie, les gens pensent qu'en fait en présentiel on aura plus d'informations. Ce n'est pas vrai. C'est tout simplement en fait dans le moment présent, qu'est-ce que la personne doit recevoir. Donc ça se fera automatiquement. Alors, c'est important que vous disiez sur le moment présent. Ça veut dire que ce que vous voyez, par exemple aujourd'hui, je fais une séance avec vous, oui. Je reviens demain. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire autre chose? Oui, sur l'émotionnel déjà.
Sur l'émotionnel, par contre, sur tout ce qui est destiné, tout ce qui est écrit quelque part, ça non. Par contre, l'éclairage de vie est fait aussi pour pouvoir guider, pour pouvoir tout simplement peut-être prévenir d'un danger. Donc ça peut aussi aider une personne, on va dire, à éviter un danger, comme un accident de la route. Ouais. Vous avez dit un mot qui a résonné en moi, c'est le mot destinée. Oui. Si je vous comprends bien, nous avons un destin. Oui, on a tous une destinée, mais on a tous le libre choix. C'est-à-dire qu'en fait, si on doit mourir à telle date ou à tel âge, on va mourir à tel âge. On peut gratter des mois, mais on mourra en fait vraiment à cet âge-là parce que notre âme l'a décidé en fait avant de venir sur Terre. Ce qui est aussi dans le contrat d'âme, il va y avoir par exemple les personnes importantes dans notre vie, donc nos partenaires, nos enfants. Et puis notre date de naissance, évidemment. Et forcément le chemin. Donc si on doit être par exemple porteur d'un handicap, malheureusement ça fera partie du contrat d'âme, donc ça c'est la destinée. Dites-moi, Mnemosyne, l'humain quand même, il vient sortir avec pour le définir entre, on disait, les mémoires karmiques, transgénérationnelles, corporelles, bon ça vient après, mais plus les dates de naissance, l'influence astrologique, l'ascendant et tout ça. Putain, mais en fait l'homme est d'une complexité absolue. C'est complexe, mais quand on le regarde différemment, moi je le vois comme, pour moi c'est comme si c'était parsemé de codes qu'il faut essayer de comprendre. Et ce sont pour moi des outils de bien-être en fait. Si on comprend ces codes-là, en fait on arrive à tout simplement à vivre sa vie. Alors ça peut paraître vraiment bizarre ce que je dis, mais c'est-à-dire que pour moi tout est codé dans ce monde-là. Il suffit juste de comprendre certaines choses, donc peut-être par exemple les énergies lunaires qu'elles vont nous apporter en fait vraiment un travail d'ancrage et qu'au final en fait on a des choses naturelles avec lesquelles on peut travailler pour pouvoir en fait être rééquilibré par la suite. Est-ce que vous diriez que malgré tous ces handicaps entre guillemets que nous, avec lesquels nous venons quand on arrive sur Terre, on est quand même, et même s'il y a une destinée, on est responsable de nos vies? On est responsable de nos vies, on est responsable de nos pensées et de nos comportements. C'est-à-dire que notre âme, elle a choisi, elle sait ce qu'elle fait. Même si on n'est pas d'accord avec elle. Elle vous guidera là quand même? Elle guide parce qu'en fait, quand on n'est pas aligné, c'est lourd, on n'est pas sur sa voie professionnelle, on n'est pas avec la bonne personne dans sa vie sentimentale. Donc l'âme, il faut lui faire confiance. D'accord. Et vous lui parlez à votre âme? Oui, je lui parle. Et c'est très important de parler à son âme. Parce qu'il y a des fois, c'est comme parler à son corps. On n'a pas l'impression en fait, que ça fait grand-chose, mais si. Parce qu'en fait, l'âme se reconnecte et donc forcément nous amène justement sur là où on doit être. En fait, le corps est un sanctuaire et l'âme est le patron de ce sanctuaire. Tout à fait, ouais. L'âme, c'est un disque dur, en fait. Ouais. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes aujourd'hui en alignement parfait avec ce que vous faites? Est-ce que si c'était à refaire, vous accepteriez la même vie? Alors, est-ce que j'accepterais la même vie? Parce que mon parcours, et d'ailleurs le parcours des médiums, il est très difficile quand même. C'est de pouvoir vivre avec des capacités, des compétences médiumniques. On ne peut pas vraiment en parler autour de soi. C'est quand même extrêmement compliqué. C'est-à-dire que c'est presque comme si vous aviez un amant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est caché, quoi. Ouais. Moi, honnêtement, je dis toujours, mais attendez, mais c'est un fardeau, quoi. Vous avez ça, vous ne pouvez pas aller dans n'importe quel dîner, vous dites que vous êtes médium, tout de suite vous allez regarder comme un peu le chat plein de boue, quoi. Oui, on est jugé de toute façon, on est jugé. La frappadingue, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est extrêmement difficile. Non, je pense que je recommencerai, c'est sûr. Je veux dire, si mon âme a accepté, je suppose qu'elle accepterait en fait le même parcours, mais peut-être que je m'améliorerai. On vous retrouve où? Sur les réseaux? Sur les réseaux sociaux, je suis très active sur les réseaux sociaux, mais pas n'importe lesquels. D'accord. Voilà. Insta, j'imagine? Insta, Facebook, YouTube. D'accord. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Mnemosyne, qu'on a essayé, dans Ici n'allait mieux, aujourd'hui, de vous faire découvrir, eh bien, vous avez tout à votre disposition. Je voudrais vous remercier d'être venu sur BTLV dans Et si on allait mieux. Voilà, l'émission qui vous permet
de comprendre les mécanismes du corps et de l'âme et de l'esprit, parce qu'il faut bien différencier l'esprit et l'âme, hein. On l'a souvent évoqué sur BTLV. Rentrez bien dans l'un. Merci. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver très bientôt sur BTLV. Salut. BTLV présente « Et si on allait mieux ?» Partez à la découverte d'une personnalité hors du commun.